Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Face au territoire sur TV5 Monde. Avec nos partenaires habitués de cette émission, Ouest France, vous le savez, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission sur les sites internet de ces partenaires. Nice Matin également, France Antilles, La Montagne, le groupe Centre France, et puis 20 minutes. Puis deux invités, aujourd'hui deux éditorialistes sur ce plateau de TV5 Monde. Nathalie Moret, bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie du groupe EBRA, alors il faut le rappeler, 9 journaux de l'Est de la France plutôt. Et vous représentez le Progrès de Lyon ce matin sur ce plateau. Mais il y a également le Dauphiné, les dernières nouvelles d'Alsace et les autres. Et puis Jean-François Aquili, qui est éditorialiste, bien sûr, présentateur des Informés sur France Info. Bonjour. Et vous appartenez bien sûr au groupe France Télévisions. Merci d'être avec nous ce Radio matin. France. Jean-François Aquili. France Télévisions. Radio France. L'émission est mixte, vous avez raison. L'émission est mixte. Dans un instant, nous allons donc traiter l'actualité de ce deuxième tour de l'élection législative, en regardant les résultats évidemment du premier tour, essayer de faire un tour d'horizon de la situation politique de la France. Mais l'actualité, c'est le président de la République qui est à Kiev, en route pour rencontrer le président Zelensky. Gérard Larcher disait ce matin sur une chaîne concurrente que le président de la République était dans son rôle de chef de l'État. Alors, est-ce que cette visite à Kiev, Jean-François Aquili, Nathalie Moret, peut changer quoi que ce soit à la situation politique du moment? Est-ce qu'on vote pour son député en fonction de la situation internationale? Nathalie Moret. Non, mais on vote pour son député parfois en fonction de la situation nationale. Jean-Luc Mélenchon a fait des élections législatives un référendum pour ou anti-Emmanuel Macron. Donc le fait de le voir aujourd'hui et ce matin en Ukraine aux côtés du président Zelensky, ça peut avoir une sorte d'effet drapeau, notamment auprès du public de droite, cet électorat qui est particulièrement visé par Emmanuel Macron. Jean-François Aquili, on voyait derrière vous les images d'Emmanuel Macron dans le train avec le chancelier allemand et le président italien du Conseil italien, Mario Draghi. D'abord, visite à Troyes nécessaire. Alors, est-ce qu'elle s'inscrit dans un calendrier qui vient heurter celui des législatives? Oui, évidemment. Est-ce que les Français, du moins les 50% de Français qui votent, parce que quand même il y a l'abstention, donc vous avez un Français sur deux qui reste à la maison, qui est un vrai problème. Est-ce que ceux qui vont... 52,49. Oui, ceux qui vont dans l'isoloir votent en fonction de la situation internationale, l'effet drapeau ou autre? Je ne sais pas. Je pense que quand nous serons vendredi, cette visite sera déjà dans le rétroviseur, une information chasse l'autre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une influence. Alors les enjeux de cette élection législative, c'est évidemment la stabilité politique. On écoute la première ministre Elisabeth Borne qui demande cette stabilité. Elle était à Condé en Normandie dans le Calvados. Elle est elle-même candidate, vous le savez, dans cette législative à Vire, dans ce département. On l'écoute. Nous avons besoin de stabilité, nous ne devons pas rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Donc nous avons besoin, notre pays a besoin d'une majorité forte et claire. Alors, Nathalie Moret, stabilité, enjeu de cette élection dimanche. Vous avez, avec la déclaration de la Première ministre, l'enjeu résumé de cette élection législative. D'un côté, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne veulent de la stabilité pour pouvoir gouverner. Et de l'autre, vous avez les oppositions qui tentent d'imposer le fait qu'une majorité relative est possible et donc d'installer des contre-pouvoirs au gouvernement. Jean-François Aquili, il y a le camembert derrière vous, le demi-camembert des législatives, 577 sièges, il faut rappeler. Si vous aviez eu la proportionnelle, il y aurait eu une majorité relative. Est-ce que ce Parlement aurait été instable? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que la stabilité. Est-ce que c'est un parti ultra-majoritaire qui vote doigt sur la couture, donc une caisse d'enregistrement du gouvernement et du président de la République? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Est-ce qu'il faut une assemblée morcelée comme sous la 4e République? Certainement pas. Donc il faut trouver un point d'équilibre dans tout ça. On continue cette émission. Jean-François Aquili, Nathalie Moret, éditorialiste politique, tous les deux, l'un à Radio France, Les Informés, l'autre groupe EBRA, Progrès de Lyon ce matin. Nathalie Moret, dans un instant, François-Xavier Lefranc de Ouest France sur ce plateau. Bonjour François-Xavier Lefranc, vous êtes le rédacteur en chef du plus grand quotidien francophone du monde, Ouest France. Oui. On va parler de cette victoire de l'abstention, déjà précédente dimanche dernier. Oui, victoire de l'abstention. Échec sans doute de la démocratie aussi. On le disait tout à l'heure, 52,47% des électeurs inscrits ne se sont pas déplacés. Plus grave, 70% des 18-34 ans ne se sont pas déplacés. Et élection après élection, on finit par entendre ça sans trop réagir. Est-ce que c'est pas quand même extrêmement grave ce qui est en train de se passer? Alors c'est pas seulement propre à la France. Ce phénomène d'abstention, on le retrouve dans plein de pays. Est-ce que c'est pas quand même extrêmement grave ce mouvement de fond qui fait que de plus en plus de gens ne s'intéressent plus à la vie politique?
52,49%. Vous avez cité les pourcentages. Moi, je préfère dire 25 millions. 25 millions de gens, c'est encore plus parlant qu'un pourcentage. On a déjà vu ce phénomène au municipal et on s'est rassuré en disant que c'était le Covid, etc. Non, vous avez raison, un mouvement de fond. La démocratie, ça s'apprend. Nous, on vit en démocratie depuis toujours. Nos générations, on n'a jamais connu ni la guerre, ni des régimes plus durs. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas justement réapprendre ce qu'est une démocratie, et ça commence par des gestes simples, aller voter pour le maire, le délégué de classe ou le président de la République? C'est une vraie question. Il ne m'appartient pas d'y répondre, mais j'observe, oui, c'est grave ce qui se passe. Jean-François qui dit, depuis la Constitution de 1791, le vote, ça a été une longue conquête. Les femmes, ça fait à peine 80 ans qu'elles ont le droit de voter en France. Et puis voilà, il y a eu différentes étapes, et peu à peu, le vote s'est étendu. La dernière grande étape, c'était le vote à 18 ans, voulu par Giscard d'Estaing. Est-ce qu'on n'est pas en train d'inverser le cours de l'histoire, là, de façon assez d'abord, dangereuse? l'abstention, pour moi, est un drame. C'est-à-dire qu'un Français sur deux, oui, 52... 49. Voilà. C'est un drame que les Français, du moins un Français sur deux, un électeur sur deux, renonce à cette liberté. Rendre le vote obligatoire serait... à contrario, liberticide. Alors, effectivement, il faut de la pédagogie, mais les ressorts de l'abstention, quels sont-ils? Est-ce que c'est le désamour du politique? Il y a une part de responsabilité de chacun. Nous, on a les politiques qu'on mérite, pour paraphraser le titre d'un livre désormais célèbre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait effectivement demander aux Français d'aller voter, faire de la pédagogie. Il faudrait peut-être aussi mettre un terme aux échecs successifs des politiques publiques. Les Français ont l'impression, enfin les citoyens, et c'est un phénomène monde dans les démocraties, ont l'impression que, au fond, il y a peu d'action de la part d'interaction des politiques publiques sur la vie quotidienne des gens. Donc, si vous voulez, il y a une forme de responsabilité partagée dans cette histoire. On parle de la responsabilité des politiques. Nous sommes journalistes, tous les quatre, ici autour de cette table. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des médias? Est-ce que nous, les médias, nous savons faire vivre ce débat démocratique avec intelligence, rigueur? Je rappelle que Ouest France avait refusé de publier des sondages avant le premier tour de la présidentielle. Oui, à l'époque où on parlait beaucoup de Zemmour, on a vu ce que ça a donné. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est un élément important, de montrer que tous les médias n'ont pas été sur la même longueur d'onde dans cette affaire. Les médias ne doivent pas s'interroger quand même? De toute façon, évidemment, nous, on fait partie de la société française, donc en tant que médias, on s'interroge. Les gens disent qu'il n'y a pas eu de débat pendant cette présidentielle et ces législatives. Nous, on a fait vivre le débat dans nos colonnes. Mais pareil, tout le monde ne lit pas la presse, tout le monde ne vote pas et tout le monde ne s'informe pas. Tout est lié. Jean-François Aquili, le vote blanc, les Français se déplacent, mais vote blanc, on le considère comment aujourd'hui? Il n'est pas considéré, mais moi je considère que le vote blanc, c'est comme l'abstention. C'est à considérer de façon globale. C'était les millions... les 25 millions cités par Nathalie. Sur la responsabilité des médias. Les médias, ce n'est pas un tout. Tous les médias ne sont pas égaux, ne sont pas identiques. Il y a une offre médiatique extrêmement diversifiée. Vous avez des médias de polémique et vous avez des médias de fond. On va dire que les Français, les électeurs, sont libres d'aller vers tel ou tel type d'information. Quand il a été dit, c'était pendant la présidentielle, que on ne sait rien sur les programmes. Vous cliquez sur votre smartphone, vous accédez à n'importe quelle plateforme, n'importe quel site, et vous avez tout sur les programmes. Il y a aussi une part de responsabilité, j'insiste là-dessus, personnel. Ils ont bon dos, les médias. Il faut rappeler que les médias sont un marché aussi, un marché concurrentiel. Quand ça fait du buzz, les gens s'en plaignent, mais ils vont regarder le buzz en priorité. Donc, c'est une responsabilité partagée. Y compris par les citoyens y compris par les responsables. Oui, absolument. C'est ce que je voulais dire. Alors, on le sait, Jean-Luc Mélenchon voulait devenir Premier ministre. Il dit que c'est à portée de main. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a jamais été aussi à portée de main que ça l'est là actuellement. Vous me dites, est-ce que Matignon s'éloigne? Ben non, Matignon se rapproche. Quand vous gagnez des sièges, normalement, vous vous rapprochez, vous éloignez pas. François-Xavier Lefranc, c'est au fond le mode de scrutin qui est en question là. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon a parlé de l'élection du Premier ministre. On n'a jamais eu un Premier ministre en France. Le Premier ministre, il est désigné. C'est si difficile que ça d'expliquer en finesse les règles de la Constitution, les règles du vote. Pourquoi les politiques se sentent obligés de simplifier les choses, de caricaturer? Quand il dit élisez un Premier ministre, il ne dit pas la façon réelle dont ça se déroule. Alors effectivement, la majorité, la future majorité, aura en son sein
probablement le futur Premier ministre, ça peut être Jean-Luc Mélenchon, si la NUPES obtient la majorité. J'ai envie de dire que c'est du marketing politique. Voilà. Alors, C'était l'affiche électorale. Oui, tout le monde a salué l'habileté, le génie supposé de Jean-Luc Mélenchon. C'est du marketing politique. C'est une déclaration choc destinée à réveiller l'opinion publique, à faire revenir vers lui, au fond, des électeurs qui ne sont pas allés aux urnes. C'est un jeu politique. Ce n'est pas le jeu des institutions. Moi, j'ai envie d'être le patron d'Ouest France. Pourquoi je ne suis pas le patron d'Ouest France? Pourquoi je ne peux pas votre patron? C'est une bonne idée. Hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, la question est posée. Non, mais il n'est même pas candidat, Jean-Luc Mélenchon. Donc, OK, il va être élu Premier ministre. C'est un jeu politique. C'est aux citoyens de voir si ce jeu en vaut la chandelle ou pas. Nathalie Moret. Par ce jeu politique-là, il a quand même réussi à s'installer comme le premier opposant à Emmanuel Macron, alors même qu'il n'était pas qualifié pour le second tour. C'est quand même un coup politique assez remarquablement bien fait, je trouve. On va regarder le tableau précédent, là, où les résultats du premier tour. On voit évidemment que c'est très équilibré. On est à 0, près. Donc, au fond, on est revenu à un clivage assez connu sous la Ve République. Cette union de la gauche, elle s'appelait comme ça, était à ces niveaux-là. Oui, enfin, la gauche pèse autant qu'en 2017, sauf que le centre de gravité s'est déplacé vers quelque chose de plus radical, on va dire. La France insoumise, ce n'est plus le Parti socialiste. Et sauf que l'accord NUP permet finalement à cette gauche-là d'être mieux et plus largement représentée parce que les uns s'effaçant face aux autres. Donc c'est aussi une tambouille électorale, il faut le dire. Alors on parle d'une gauche retrouvée sans doute, mais c'est aussi un montage qui permet à des candidats d'être systématiquement élus, là où avant il y avait une concurrence des idées et des projets. Alors parlons du mode de scrutin, parce que Absolument. c'est finalement la question que ça pose. On voyait tout de suite la répartition des voix là, au premier tour, avec la NUP et Ensemble qui se retrouvaient avec à peu près le même nombre de voix. Si on avait voté à la proportionnelle intégrale dimanche dernier, ça représenterait l'Assemblée nationale. Voilà ce que serait l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ce serait difficile, la France serait difficile à gouverner avec une majorité comme celle qu'on voit sur ce tableau. Alors Jean-François Aquili d'abord. Mais c'est pour ça qu'il est question de dose de proportionnelle. À la proportionnelle intégrale, nous revenons à la 4e République. Ce n'était pas la peine de s'ennuyer en 1958 avec le général de Gaulle à fabriquer un nouveau système. Donc oui, il faut une dose de proportionnelle pour qu'il y ait une meilleure représentation enfin, dire des opinions dans ce pays. Cela vaut également pour le Rassemblement national qui est obligé d'y aller, si je puis dire, à la régulière, mais dont la représentation ne sera pas forcément au niveau de ce que nous avons vu dans les urnes, n'en déplaise à ses opposants. Non, on ne peut pas avoir une proportionnelle intégrale parce que la France serait, pour le coup, ingouvernable. C'est un point d'équilibre à trouver dans la démocratie. Nathalie Moret, les Français avaient plébiscité la cohabitation. Est-ce qu'au fond, une assemblée comme ça, multipartie, leur plairait pas? Alors, plébisciter la cohabitation, on refait un peu l'histoire. Hein. Vu 20 ans après, on se dit que finalement, c'était quelque chose de très sain. Au moment où c'est arrivé, est-ce qu'il y a eu un plébiscite? J'en suis pas complètement... Le président de la République a été chaque fois réélu parce qu'il a été en cohabitation. Justement, mais je veux dire, je crois qu'on réécrit l'histoire. En revanche, je crois que les Français sont sensibles à un équilibre des pouvoirs. Vous parliez du Rassemblement national. Le Rassemblement national, il s'est passé quelque chose d'assez notable dans ces élections législatives. Normalement, le public du Rassemblement national s'abstient aux législatives. Et là, il est retourné aux urnes de façon massive. Ils ont amélioré leur score. Ils sont en tête dans 108 circonscriptions. Et ils risquent de se retrouver avec seulement une vingtaine de députés. Effectivement, ça pose un problème de représentativité. On va continuer avec François-Xavier Lefranc dans un instant, mais Denis Caro, qui est directeur de la rédaction du groupe Nice Matin, a une question à nous poser. Il est depuis Nice, bien sûr, dans les Alpes-Maritimes, sur la création de ce Conseil national de la refondation. On l'écoute. Bonjour, Emmanuel Macron a annoncé lors de son interview à la presse quotidienne régionale la création d'un Conseil national de la refondation qui associera des acteurs locaux, des élus et des citoyens aux décisions politiques. Alors, cette nouvelle structure, est-ce qu'elle peut être utile ou est-ce que, en définitive, ça ne sera pas un nouveau machin qui va alourdir les processus avec le risque supplémentaire de créer une concurrence avec l'Assemblée nationale et le Sénat? Alors machin peut-être du fait qu'il y ait du tirage au sort de citoyens. Je serais plus pour une structure en ce qui concerne la démocratie participative avec des citoyens responsables. Nathalie Moret. C'est ce qui, normalement, est prévu avec, effectivement, des représentants des élus, avec des représentants des associations, etc. Pour l'instant, ça n'existe pas. Ça doit être mis en place avant la fin de juin. Attendons de voir surtout qui en prendra la tête. Et la une de Nice Matin, puisque Denis Caro est depuis Nice, on la regarde, elle passe à l'antenne
pendant que je vous parle. Voilà pourquoi ça augmente les pâtes, le café. Les raisons de la flambée des prix dans Nice Matin ce matin. François-Xavier Lefranc. Alors, le CNR, donc on parle de machin. Le machin, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à bien comprendre. Est-ce qu'avec ce machin, ce que certains qualifient de machin, on ne cherche pas tout simplement à éviter, à vraiment décentraliser? Est-ce que la vraie solution, c'est pas plutôt de confier aux territoires, aux régions, tout ce qui n'est pas régalien? Moi, je suis frappé dans mon métier de journaliste. Je rencontre pas mal d'élus de tous bords et d'entendre des élus de territoire qui n'arrêtent pas de dire mais que l'État nous laisse décider, que l'État nous donne des marges de manœuvre, que l'État nous permette de décider au plus près des citoyens. Et ça, on n'arrive pas à le faire. Alors, le CNR, est-ce que c'est pas un truc qui va servir à contrer? On l'a vu avec la crise sanitaire d'ailleurs. Le but de ce CNR, c'est justement de répondre aux problèmes que vous soulevez. C'est-à-dire, le CNR, c'est pas quelque chose qui va traiter de tout. Le CNR, dans ce CNR, il va y avoir un certain nombre de thématiques. La santé, l'éducation, etc. Et ensuite, le but, c'est territoire par territoire, bassin de vie par bassin de vie, de voir comment on peut organiser pour répondre à des problématiques qui ne sont pas les mêmes à Lons-le-Saunier ou à En Rennes. confiant plus de pouvoir aux régions, par exemple. Notamment. C'est pour ça que les élus locaux doivent être associés à ce CNR. Encore une fois, est-ce que ça va marcher? Est-ce que la promesse est là? Mais est-ce que ça va devenir un Est-ce que ça machin? rajoute pas dans le millefeuille territorial encore une couche supplémentaire, Jean-François Killy? Alors, en tant que Corse, j'ai envie de vous dire non à l'État jacobin. Vous allez me suspecter d'arrière-pensée. Mais c'est vrai que la France n'arrive pas à épouser un système proche de celui de l'Allemagne, des Länder, un système qui donnerait effectivement plus de responsabilité aux grandes régions. François Hollande, sa réforme de regroupement de régions, 13 régions. Une réforme, on va dire, à mi-chemin, qui était plus une considération politique qu'une réorganisation administrative. On va dire faire baisser le millefeuille, effectivement, comme vous le dites, Cécile Viguier. Donc c'est un peu la réforme sur un coin de table, quand même. Oui, et surtout avec des accords d'amis politiques, entre amis politiques. La difficulté du Conseil national en question, c'est qu'il est sans lien avec cette idée de décentraliser. Le Conseil, c'est plutôt d'apaiser les colères des Français. Et au fond, la représentation nationale n'y parvient pas aujourd'hui. Donc, ce sont deux sujets qui sont connexes, mais qui ne sont pas sur les mêmes bases. François-Xavier. Finalement, pour rebondir là-dessus avec un esprit un peu de provocation, est-ce qu'on ne devrait pas inventer quelque chose qui s'appellerait les élus locaux, à qui on donnerait le pouvoir de décider de faire des choses, de bâtir des choses? Oui, avec moins de couches sur le millefeuille, effectivement, oui. Alors, un dessinateur et collaborateur de Ouest France, bien connu, Chonu, a une question à nous poser. Il l'a fait, c'est la traduction de cette émission, Jean-François Aquili et Nathalie Moret, par un dessin qu'on regarde ensemble. Bonjour, tel un Tom Cruise, le président fait la tournée des tarmacs. En tant que chef des armées, il est parti en Roumanie, passer en revue nos troupes et se rendra peut-être bientôt à Kiev, en Ukraine, rencontrer le président Zelensky. La question que je pose, à occuper le terrain sur le front de l'Est, le président ne laisse-t-il pas le champ libre sur le front des législatives à Jean-Luc Mélenchon? Quant à Marine Le Pen, en dehors des radars médiatiques, elle continue à tracer en profondeur son sillon. Alors ce dessin date d'hier soir, donc évidemment Emmanuel Macron est à Kiev. Réponse Nathalie Moret, rapide. Marine Le Pen. Sur Marine Le Pen, elle a fait effectivement, le dessin est très juste, une campagne sous les radars, sauf cette semaine où elle est très présente sur les médias. Pour l'instant, c'est quelque chose qui lui a plutôt réussi. Oui, c'est paradoxe. Oui, parce qu'elle a réussi à installer des thèmes, ceux du pouvoir d'achat, ceux de la vie chère, qui effectivement sont dans l'actualité aujourd'hui. Donc pour l'instant, elle est plutôt dans une séquence. Enfin, on verra le nombre de députés qu'elle aura dimanche. Talentueux Chonu, il résume bien l'actualité. Alors, Marine Le Pen, effectivement, elle aura eu Zemmour puis Mélenchon, mais finalement, elle va se retrouver avec un vrai groupe à la sortie, à la régulière, sans proportionnel, ce qui est plutôt une progression pour elle. La gauche, vraisemblablement, va grandir à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un mal, ça va rééquilibrer un petit peu le débat politique dans ce pays. Et je crois qu'il faut désangoisser un peu tout ça et peut-être essayer de passer à une étape suivante, désormais. Est-ce que la une de Ouest France va nous désangoisser, François-Xavier Lefranc, ce matin? Peut-être pas, la planète brûle encore plus de pétrole, de gaz et de charbon, c'est important de le rappeler. Et ça, c'est un sujet politique d'actualité, une actualité brûlante. Et puis alors une question, le président a-t-il perdu la main? On pourrait la poser différemment. Dimanche soir, aura-t-il encore la main? De quelle majorité disposera-t-il? Et disposera-t-il d'une majorité? Il va falloir attendre quelques jours.
François-Xavier Lefranc, qui est rédacteur en chef de Ouest France, le quotidien francophone le plus vendu au monde. Merci François-Xavier Lefranc, vous êtes coproducteur de cette émission. Voilà, dans un instant, Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, sera sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff, merci d'être avec nous dans un instant. Donc, c'est Nathalie Moret du groupe EBRA, du Progrès de Lyon, et Jean-François Aquili des Informés de France Info qui sont avec nous sur ce plateau pour commenter l'actualité et les résultats de cette élection législative et le deuxième tour évidemment qui a lieu dimanche. Mais tout de suite, nous allons partir du côté de Limoges où nos partenaires de Centre France La Montagne, cette semaine c'est Sébastien Dubois du Populaire du Centre qui a une question à nous poser, on l'écoute. Bonjour. Au soir de ce premier tour des élections législatives, deux blocs s'affrontent, celui de la majorité présidentielle et celui de la gauche unie. Le RN arrive en troisième position et constitue potentiellement une réserve de voix. La gauche doit-elle draguer cet électorat pour remporter sur la majorité présidentielle ? Nathalie Moret. Effectivement, il y a des duels qui sont intéressants quand le RN se retrouve en position d'arbitre, effectivement. Et on voit bien la tentation de Jean-Luc Mélenchon qui est effectivement de parler des fachos pas fâchés ou des fâchés pas fachos, ça dépend comment il le dit, parce qu'effectivement, il y a une certaine porosité entre l'électorat du Rassemblement national et l'électorat de la France insoumise sur le thème du référendum pour ou anti-Emmanuel Macron. Sur le vote et sur notamment le Front républicain, concernant le deuxième tour de ces élections législatives, moi j'ai envie de dire halte à la révision de l'histoire. On ne va pas revenir sur la collaboration, épisode dramatique de l'histoire de France, et sur le pacte germano-soviétique en face. J'ai envie de dire aujourd'hui, au fond, ce sont les électeurs qui décident en leur âme et conscience. Faisons confiance aux électeurs. Et faisons en sorte aussi qu'il y ait un plus grand nombre d'électeurs qui aillent aux urnes ce dimanche. Une majorité présidentielle essoufflée. Essoufflée, oui, et qui tient un discours dans cet entre-deux tours où, en gros, la NUPES et le RN seraient presque équivalents. Alors, sur le plan du discours politique et des institutions démocratiques, est-ce que c'est très habile de renvoyer dos à dos ces deux extrêmes qui se rejoindraient finalement, et je crois que c'est même Emmanuel Macron qui dit à la fin c'est sphérique et ça se touche en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a un discours qui est un peu évolutif au sein de la majorité. Tout à fait. Il y a effectivement le président de la République qui, lui, nous fait un discours sur le tarmac en nous disant hors de lui, à la Trump, c'est le chaos et le désordre. Et puis, vous avez des personnalités qui viennent plutôt de la gauche dans la majorité qui, eux, se refusent à mettre un signe égal entre la NUPES et le Rassemblement national. Donc on voit bien qu'il y a un certain malaise et c'est assez compliqué de voir, de définir une position claire de la part de la majorité dans cet entre-deux-tours. Si vous prenez la gauche réunie, elle était irréconciliable pendant l'élection présidentielle parce qu'au fond, il y a pas mal de divergences entre les partis qui la composent. Si vous prenez l'actuelle majorité, si vous allez de l'aile gauche du Parti socialiste, Clément Beaune notamment, qui dit, lui, moi j'appelle à voter pour le concurrent systématiquement du Rassemblement national. Ça ne lui a pas vraiment réussi au premier tour. Non, mais vous avez aussi d'autres personnalités qui sont, on va dire, plus à droite de cette majorité, qui, eux, sont plus dans une sorte de flou artistique. Et si vous prenez à la droite de l'échiquier, vous avez une forme de morcellement désormais. Donc, cet échiquier-là, il est en petits morceaux, si je puis dire, façon puzzle. Donc, quelque part, je reviens à ce que je disais à l'instant, faisons confiance aux électeurs. C'est à eux de décider, c'est à nous de décider. Les résultats du premier tour des membres du gouvernement ne traduisent-ils pas cela, Nathalie Moret ? Il y a des membres du gouvernement qui sont très en danger. La semaine prochaine, c'est notamment le cas, à mon avis, d'Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin est très en difficulté. Ministre de la Transition écologique. Voilà, et le portefeuille vraiment d'une des priorités du gouvernement, et elle risque de quitter le gouvernement dimanche prochain. Elle est opposée à quelqu'un qui s'appelle Jérôme Gage et qui est très implanté dans son département. Après, il y a Clément Beaune et Stanislas Guerini à Paris qui sont aussi très en danger. Et ce sont deux très proches du président et donc ce sont par leur proximité devenus des cibles. D'après vous, quel est le message des Français ? Parce que finalement, il y a un gouvernement constitué. On voit que là, il y a des doutes qui se font jour autour d'Elisabeth Borne, même si elle n'est pas en danger sur le plan électoral. Quel est le message, en fait ? C'est une façon de vouloir en remontrer à Jupiter ? Est-ce qu'il y a un message des Français ? Que sont les Français ? Vous en avez 1 sur 2, je répète,
qui n'est pas allé voter. Alors, message du corps électoral, on va préciser. Alors, les Français, qu'est-ce que ça qui votent. Mais qu'est-ce que le message dans des une Français, élection législative, les citoyens, élection présidentielle, les on donne la citoyens majorité. aujourd'hui ont l'œil rivé à juste titre sur leur fin de mois difficile, sur l'explosion des prix de l'énergie, sur le coût de la vie, sur des difficultés qui sont systématiques, qui, élection après élection, ne s'arrangent pas. Donc, il y a une forme de désamour de la vie politique, quelle que soit la couleur des partis représentés. Donc, il est là le message des Français. C'est une forme de ras-le-bol, une forme de doute permanent, une forme de colère qui est en train de monter dans ce pays, qui n'a jamais cessé et qui va de façon croissante. Donc, il est là le message des Français. C'est, au fond, essayer de résoudre nos problèmes et après on discute. Alors, est-ce que les thèmes de cette campagne législative et la façon dont les députés ont fait campagne étaient décorrélés de ces attentes, de ces préoccupations ? Parce qu'on a le sentiment quand même que le gouvernement s'est mobilisé, par exemple, sur ce sujet du pouvoir d'achat. Moi, j'ai l'impression que le vrai problème dont vous parlez, c'est-à-dire l'abstention, qui est, encore une fois, quand 25 millions de gens ne vont pas aux urnes, c'est quand même un vrai sujet. On en a parlé toute la journée de dimanche jusqu'à 20h. Et à partir de 20h, on est passé sur autre chose et sur majorité absolue, majorité relative. Au bout d'un moment, je ne serais pas étonnée non plus qu'il y ait encore moins de participation ce dimanche. Il y a deux campagnes. Hein. Il y a 577 circonscriptions avec des candidats sur le terrain que vous pouvez croiser sur les marchés quand vous faites vos courses. Et puis, il y a la campagne nationale des grands groupes qui est forcément décorrélée du reste. Donc, si vous voulez, il y a des messages contradictoires et une forme qui participe du désamour des Français pour l'élection. Est-ce que sur ce sujet de l'abstention, Jean-Luc Mélenchon peut réussir à mobiliser des électeurs pour ce second tour? Parce que vous disiez qu'éventuellement, il pouvait y avoir une abstention plus importante. Est-ce qu'à l'inverse, la NUPES peut pas, avec son discours très marketé, effectivement, politiquement, réussir à mobiliser plus d'électeurs? C'est absolument son pari. Et comme il arrive en position de duel dans la majorité des circonscriptions, effectivement, ça peut avoir un effet. Là encore, on verra dimanche. Alors, on va écouter Marine Le Pen, en réaction d'ailleurs aux positions du ministre de l'Éducation nationale, le nouveau ministre Pap Ndiaye, qui a appelé à voter contre les candidats du Rassemblement national. On l'écoute. Quand un racialiste, un indigéniste, un homme qui plaide en réalité pour le séparatisme, appelle à voter contre nous, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français qui vont voter pour. Voilà. Alors elle fait, Jean-François Aquili, de la politique, vraiment. Elle est d'ailleurs sur un marché, là. Oui, elle fait de la politique. Et puis, au fond, ses électeurs vont voter pour elle, pour cette lapalissade. Mais je veux dire, la marque est installée. Je ne suis pas sûr que les anathèmes que se jettent les uns et les autres à travers la figure impactent vraiment aujourd'hui les intentions de vote de ce dimanche. Je pense que ceux qui vont dans les isoloirs savent déjà à peu près pour qui ils veulent voter. Je crois que le match est déjà joué dans la tête des électeurs des Français. Et donc, par exemple, est-ce qu'on peut se dire qu'ils souhaiteraient une cohabitation ? Puisque c'est quand même un des modes de pouvoir qui a eu leur faveur. Je vais vous répondre par une nouvelle évidence. Ceux qui votent pour la majorité, non, et ceux qui votent pour l'opposition, oui. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et nous verrons bien ce qui sortira des urnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même... Pardon de botter en touche, mais il y a une part de mystère autour de ce vote deuxième tour des élections législatives. Mais est-ce que, malgré tout, il n'y a pas une question autour du partage du pouvoir ? Avec une volonté d'essayer de faire en sorte que les institutions se rééquilibrent et de donner plus d'élan au Parlement, avec une volonté de plus de débats. Je ne suis pas sûr que le peuple de France ait envie de revenir, ce qu'il n'a pas connu forcément, c'est un temps ancien, c'est dans les livres d'histoire, à la 4e République, ou à ce qui se passe dans certains pays de l'Union européenne, c'est-à-dire une organisation... L'Italie, par exemple. Un pays ingouvernable. Oui, où vous changez... Le Parlement est au centre de la vie politique, ça se passe bien. Et il y a eu des épisodes de cohabitation qui se sont très bien passés. Mais il y a eu des épisodes de cohabitation en France qui se sont plus ou moins bien passés. Sous Lionel Jospin, la France prospérait. Il y avait des conditions économiques et sociales qui étaient favorables. Le pays n'a pas été renversé pour autant. Donc, si vous voulez, il n'y a pas à souhaiter une cohabitation, il y a à souhaiter un débat parlementaire qui soit constructif pour que on va dire les réformes, les lois votées dans ce pays aillent dans le sens de la population. C'est aussi bête que ça. Ça s'appelle la démocratie. Certains constitutionnalistes évoquent la possibilité d'un accord NUPES-RN pour déstabiliser le pouvoir, mettre en place une motion de censure, une motion de défiance contre le gouvernement. C'est quelque chose qui est envisageable. La motion de censure, la France Insoumise et la NUPES n'aura pas besoin du Rassemblement national pour l'avoir, puisqu'il suffit d'avoir 58 députés et ils auront un groupe plus important.
La une de 20 minutes, il y en a deux, une normale et une numérique. Une sur la canicule, et on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un sujet, le climat, où Bien on voit sûr. que forcément le politique On attend n'a pas près de 40 degrés, forcément en fin de de semaine. peser. Et puis aujourd'hui, on a un hors-série sur le Web 3 qui est publié. Et, La France déchaînée. Voilà, sur tous les changements que ces mondes pourraient induire dans nos sociétés. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, je le rappelle, qui appartient à la fois à Ouest France et à La Voix du Nord. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur ce plateau. Dans un instant, Sylvia Garcia de TV5 Monde nous rejoint. Bonjour Sylvia Garcia, vous êtes rédactrice en chef adjointe et journaliste à TV5 Monde. On va parler avec vous évidemment des questions et des implications internationales peut-être dans cette élection. Mais tout de suite, Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire coproducteur dans cette émission, a une question à nous poser depuis Fort-de-France en Martinique sur l'abstention aux Antilles. On écoute. Ce qui a marqué le premier tour du scrutin des élections législatives aux Antilles et en Guyane, c'est la très très forte abstention, avec des taux allant de 75 à 78%. C'est-à-dire une très très large majorité de la population qui ne s'est pas déplacée pour aller voter. Selon vous, comment est-il désormais possible de parler à ces électeurs qui ne se déplacent plus ? Comment faire en sorte de les réintéresser à la chose politique ? Nathalie Moret, là, il s'agit d'un problème spécifique, celui des Antilles, mais il est très criant. Mais le problème des Antilles, c'est le même que celui en métropole, avec sans doute amplifié. Le problème, c'est comment on intéresse les gens à cette campagne électorale. Il y a quand même un sujet sur ces législatives-là, c'est qu'elles interviennent juste 7 semaines après la présidentielle, où il y a déjà eu un débat et où elles apparaissent comme une confirmation. Donc il y a sans doute un problème de calendrier pour intéresser plus les gens aux législatives. Sylvia Garcia. Un petit peu ce que vous avez dit jusqu'ici, mais sous l'angle de la presse étrangère. Je vais lire la presse étrangère, c'est très intéressant dans cette période allemande, ukrainienne. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par le Québec, par Québécoise. le Devoir. Pour le quotidien Le Devoir, la démocratie française incarne la distance qui s'est creusée entre le peuple et sa représentation politique. C'est le cas en France plus qu'ailleurs ? Je ne suis pas sûr que ce soit, quand on a vu ce qui s'est produit aux États-Unis, notamment avec l'invasion du Capitole, dont il a été beaucoup question récemment, avec la commission d'enquête, je ne suis pas sûr que ce soit un phénomène franco-français. C'est une crise de la démocratie représentative, plus généralement ? Je crois que c'est une crise mondiale. Si vous savez, pour avoir un petit peu voyagé, quand vous vous baladez en Chine notamment, il y a une chape de plomb. D'abord, le pays est prospère, ça va moins bien maintenant avec... Ça va moins bien maintenant avec la crise Covid, mais la Chine, au fond, est le pays le plus en pointe d'un point de vue économique. Donc, quelque part, ça contrebalance la dictature. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un régime autoritaire. Donc, les citoyens n'ont pas le droit de citer. Quand vous allez en Russie, si vous levez une pancarte non à la guerre, vous finissez embastillé dans la minute. Donc, il faut savoir de quoi nous parlons. Il y a un basculement, vous pensez, parce que cette tension je pense entre démocratie et non-démocratie, on en parle. Les citoyens oublient qu'ils vivent en démocratie. Le système est imparfait, le système est injuste, l'ascenseur social ne fonctionne pas, toujours pas forcément mieux qu'avant, mais je veux dire par là que où sommes-nous ? D'où parlons-nous ? Aujourd'hui, nous pouvons aller voter, nous pouvons contester. Vous n'êtes pas, on va dire, arrêté aussitôt si vous manifestez dans la rue. Même si vous manifestez violemment, vous n'êtes pas forcément puni. Vous voyez, c'est un pays où nous pouvons nous exprimer librement. C'est ça, les citoyens l'oublient trop souvent. Cyril, on part, vous le souhaitiez, on part en Allemagne. Le quotidien Süddeutsche Zeitung constate qu'Emmanuel Macron stigmatise sa concurrence politique en diabolisant notamment Jean-Luc Mélenchon. Une stratégie dérangeante, c'est ce qu'on peut lire. Au lieu de dramatiser à outrance les élections, Emmanuel Macron devrait s'employer à améliorer la vie démocratique française. Il a essayé de le faire pendant le premier quinquennat, pas concluant. En fait, Emmanuel Macron a tout à fait conscience que la France a besoin d'une structure plus horizontale. C'est d'ailleurs pour ça, pardon d'y revenir, mais qu'il a proposé, juste avant le premier tour, ce Conseil national de la refondation, parce qu'il voulait inscrire son deuxième quinquennat dans une perspective plus horizontale et moins jupitérienne. Il connaît les critiques. Il a essayé, mais jusqu'ici, ça n'a pas vraiment marché, parce qu'il n'a pas lui-même respecté ses il a propres... essayé, mais en faisant l'interview... ce qu'il a fait sur le tarmac, à Orly, c'était totalement jupitérien. Son départ pour la Roumanie. Voilà, donc du coup, ça devient... ça contre... Le problème, c'est le message qui est envoyé aux Français. Le Conseil national de la refondation, nous verrons bien ce qu'il y a à l'intérieur, ça part d'une bonne idée, d'un bon sentiment, ça s'appelle la démocratie participative. Ségolène Royal en parlait pour la campagne 2007, ça ne date pas d'hier. Le problème, c'est que les Français ne sont pas dupes.
il y a eu auparavant les cahiers de doléances au sortir de la crise des Gilets jaunes qui sont restés lettres mortes. Donc, c'est de la com politique. C'est pas forcément de la com politique. Il y a peut-être effectivement une volonté de faire mieux respirer la démocratie en faisant s'exprimer les Français. Mais quelle sera l'issue de ce Conseil? Les citoyens sont en droit de douter. Alors, vu de Kiev, et c'est intéressant dans ce contexte, au moment de voter, la France oublie l'Ukraine. C'est le constat désabusé de la correspondante de l'hebdomadaire ukrainien Ukrainski Tiden. Les Français n'ont pas vis-à-vis de leur propre radicalisme, la même analyse qui est faite par rapport aux Ukrainiens à qui on le reproche. C'est un constat aussi? Alors, moi, je dirais qu'en fait, si vous voulez, les Français, et en règle générale dans toutes les démocraties, on fonctionne par consumérisme, c'est ça? Je veux dire, voilà. On a une vision, on n'a plus d'idées, on a l'opinion est plus forte que les faits la plupart du temps. C'est-à-dire on vote en fonction de qui on est, de ce qu'on veut. Il y a plus de, j'allais dire, de grandes idées politiques. On est vraiment sur des segments politiques, des segments de marketing. Voilà. Et c'est exactement la même chose par rapport à la vision qu'on a de l'Ukraine. Pour rester sur l'Ukraine, justement, donc, vous le disiez, c'est l'actualité de ce matin. Emmanuel Macron va donc effectivement se rendre à Kiev. Il est en route. Il avait dit qu'il n'irait que s'il avait une proposition à faire pour la paix. Il va faire des annonces, oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce qui soit déterminante? J'ai la sensation que l'équation ukrainienne est assez malheureusement binaire, c'est-à-dire que les Occidentaux, les Européens, l'Union européenne souhaiterait un cessez-le-feu au prix de concessions, c'est-à-dire, ça a été dit et redit, que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, renonce à tout le Donbass, y compris la Crimée, et offre, si je puis dire, ces territoires-là à un Vladimir Poutine qui lui-même a forcément envie de pousser le curseur beaucoup plus loin et a supprimé l'Ukraine, au fond, cette Ukraine libre, qui est une provocation pour lui. Mais c'est-à-dire qu'on donne désormais l'Ukraine, on demande à l'Ukraine de renoncer à un territoire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même dans Nous avons, nous, des impératifs, c'est-à-dire retrouver des parts de croissance, faire en sorte que le blé circule, faire en sorte que le prix de l'énergie soit rabaissé parce que nos opinions publiques sont en train de souffrir et de s'énerver contre leurs gouvernements respectifs. Et de l'autre côté, l'Ukraine est en train de mourir sous les bombes russes. Et le président Poutine, lui, est en train de vouloir rayer de la carte un pays démocratique et libre. Donc, si vous voulez, c'est une équation qui est presque insoluble aujourd'hui. Il peut faire toutes les propositions. On verra donc si des annonces sont faites. On voit que l'Europe est partagée maintenant aussi, même si c'est un principe de réalité croisé. Emmanuel Macron sur cette position-là, on va voir s'il l'éclaircit. On a l'impression que l'Europe se partage maintenant entre les colombes, les faucons. Vous diriez que c'est le cas? Et de quel côté penche? Je dirais qu'il y a une lutte de principe, de réalité, et ça ne se croise pas forcément. Sylvia Garcia, journaliste à TV5 Monde, rédactrice en chef adjointe, merci. Jean-François Achilly, Nathalie Moret, au fond, Emmanuel Macron est installé pour 5 ans. On ne connaît pas l'issue évidemment des législatives. Est-ce que vous pensez que ce côté jupitérien, il est capable de le gommer? Est-ce qu'il l'a intégré? Est-ce qu'au fond, tout président de la Ve République qui ne s'installe pas à l'Élysée, a fortiori qui s'y réinstalle pour 5 ans, au fond, eh bien, on récupère cette espèce d'habitude de tout vouloir, tout diriger? Il tente de le gommer, il sait qu'il faut qu'il le gomme, il essaye par plein d'artifices. Mais en est-il capable? Pour l'instant, il n'y parvient pas, en tout cas. Mais s'il veut gouverner la France de façon apaisée, il n'a pas le choix. Jean-François Achilly. C'est un tempérament, Emmanuel Macron. Ouais. Et c'est vrai qu'il doit lutter contre cette propension à vouloir tout contrôler lui-même. Vous savez, il faut regarder l'histoire de France, la Ve République. François Mitterrand était lui-même une personnalité extrêmement forte, puissante. Et il gérait tout depuis l'Élysée. Oui, mais est-ce que ça a réellement changé? Pose la question. Nathalie Moret, vous y répondez? C'est les institutions qui veulent ça. On va avoir une grande commission sur les institutions pour justement rééquilibrer les pouvoirs. Aujourd'hui, c'est une demande forte des gens. Est-ce qu'il y a un risque de gilet jaunisation du pays à terme, rapidement? Les gens se posent cette question, Jean-François. 25 millions d'abstentions. Il va bien falloir qu'ils s'expriment d'une certaine façon. Oui, l'abstention, représente les nouveaux ronds-points, si je puis dire. Donc oui, ce pays est en colère, oui, durablement en colère. Et peut-être qu'il faudrait, à un moment donné, essayer de capter cette colère pour en comprendre les ressorts, pour essayer de trouver les bonnes réponses. La Première ministre nommée, si elle est confirmée, est capable de désamorcer ce type
de crise à venir, Nathalie Morel? C'est une vraie question parce qu'on la connaît assez peu, Elisabeth Borne. On sait qu'elle négocie parfaitement avec les syndicats, qu'elle connaît cette partie-là. Comment elle va faire à l'Assemblée nationale pour tenir une majorité qui risque d'être relative et assez forte? C'est une vraie question. On verra. Premier élément de réponse début juillet, lors de son discours de politique générale. Nathalie Morel, journaliste politique au groupe EBRA, présenté Le Progrès ce matin, Le Progrès de Lyon, et Jean-François Achilli, éditorialiste, présentateur des Informés sur France Info, qu'on retrouve à partir de ce soir. C'est ça. Voilà. Tous les soirs à 20h. Merci Jean-François Achilli, merci Nathalie Morel de nous avoir aidé à commenter cette actualité et ces élections législatives, deuxième tour à venir dimanche prochain. Il faut conseiller aux gens de toute façon d'aller voter. Voilà, merci, on se retrouve jeudi prochain. Les programmes continuent sur TV5 Monde.